D'ailleurs, considérant que la blockchain, finalement, c'est une sorte de base de registre décentralisée, le terme décentralisé est très important, hein, c'est ce qui crée tout ça, l'écosystème du Web3. Ce qui l'a popularisé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la première crypto, c'est le fameux Bitcoin, qui est parti de presque rien pour monter très très haut, qu'on a cru finalement complètement mort. Et là, on voit que depuis quelques semaines, il remonte singulièrement. Et c'est ça qui a fait les quelques premières fortunes de ces nouveaux collectionneurs, ou plutôt d'abord, c'est plutôt des nouveaux investisseurs, souvent assez jeunes, hein, et qui se retrouvent collectionneurs parce que finalement, ils sont assis sur une masse toute nouvelle, faite assez rapidement, et qui vont se faire à l'art. Alors au début, moi, quand je me suis intéressé, on voit que les gens parlent finalement un peu plus d'argent que d'art, mais ce n'est pas interdit d'évoluer et de se faire le regard et de finalement améliorer aussi sa collection au fil du temps. Après, le monde de l'art a une tendance à se financiariser depuis, j'ai envie de dire, 10-15 ans. Donc, encore une fois, c'est une tendance qui existe dans le monde de l'art traditionnel, qui est poussée à son paroxysme dans le Web3. Est-ce que ces plus grandes fortunes viennent finalement du monde du Bitcoin? Pas nécessairement, j'ai envie de dire, puisque le gros du marché NFT, comme tu le sais, sur la plateforme Ether, enfin sur la blockchain Ethereum. Et donc, du coup, c'est plus des gens qui sont rentrés parfois en 2017, 2018. Ouais. Faut savoir qu'il y a beaucoup de philosophie, entre guillemets, et d'éthos dans chaque blockchain, et souvent ce qu'on appelle les maximalistes, donc des gens qui ne jurent que par une blockchain et uniquement celle-là. C'est notamment le cas sur Bitcoin, où il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par le Bitcoin, et pour eux, tout le reste, c'est nul, grosso merdo. Et ces gens-là ne sont pas forcément ceux qui sont le plus impliqués dans le Web3, et d'ailleurs, la proportion de personnes qui sont crypto-holders qui achètent des NFT est assez faible en réalité. Je crois qu'on est entre 2 à 3% des personnes qui ont de la crypto qui achètent également des NFT. Mais on a ce qu'ils appellent évidemment les whales, donc les grandes fortunes en crypto. Ils ne sont pas tous nécessairement commencé à acheter du Bitcoin en 2008, il y a plusieurs points d'entrée, mais c'est vrai que le prix d'achat psychologique sur certains montants qu'on peut voir, quand on le regarde en crypto, bah, en réalité, voilà, si quelqu'un achète quelque chose pour 100 Bitcoin, et bah, il ne les a pas vraiment payé le prix du marché aujourd'hui, qui le Bitcoin est à 50 000 $, il les aura peut-être payés 10, 20 fois moins cher, et donc le prix psychologique qu'ils payent eux, ils ne le réfléchissent pas forcément en valeur fiat, comme on dit, euro, dollar, yen, enfin les monnaies étatiques, mais en fait en valeur crypto à proprement parler. Et donc du coup, il y a des prix qui se disent ah c'est énorme, mais en fait les gens qui l'achètent à ce prix-là, ils ont acheté cette même monnaie à un prix très très bas, et donc les prix psychologiques sont peut-être un peu différents, il faut le prendre en compte. Ça, Bon, quand on on a regarde le marché. des multiplications Oui. à l'aller par 10, 100, 1000 et plus, parfois aussi au retour, hein, en négatif. On parle de volatilité. D'ailleurs, il y a beaucoup de termes de ce monde du crypto-art qui viennent aussi de la finance, puisque c'est lié à la blockchain et donc indirectement à la blockchain au travers des crypto-monnaies. Alors, les fameux NFT, hein, non-fungible tokens dont on parle, sont liés à des blockchains. On a vu récemment qu'en fait, on peut maintenant mettre des œuvres dans la blockchain Bitcoin depuis très peu de temps, hein. Mais initialement, la plus connue, c'est la fameuse Ethereum, créée par un jeune russe. Mais ce n'est pas la seule. Il y a notamment Tezos. Est-ce que tu en donnerais d'autres ou comment tu les catégoriserais? Moi, je pense qu'il y en a une qui est un peu plus chère que l'autre, peut-être. Oui, alors les catégoriser, c'est pas forcément évident, puisqu'il y a ce qu'ils veulent mettre en avant et la réalité de ce qui compose leur audience. Donc tu as mentionné Bitcoin avec ce qu'on appelle les ordinals et les inscriptions ordinales, Ethereum avec les mints d'NFT, donc de ERC721, qui sont le protocole général des NFT le plus répandu. Tu as aussi les 1155, mais on rentre dans des technicités qui ne sont pas très importantes. Et ensuite, donc Tezos, qui peut-être, elle, a une approche un peu plus abordable, en tout cas sur les prix, et qui, encore une fois, dû aux artistes qui participent là-dedans. Le succès de la blockchain Tezos, notamment, a été dû au fait que le prix de mint de Tezos est d'une fraction d'un centime, parfois, des choses comme ça. Là où, à la même période, minter un NFT sur Ethereum peut coûter 35 à 55 $. Donc, ça excluait de facto tous les artistes de pays émergents, les Indonésiens, les Africains, les Sud-Américains, enfin voilà, toutes les personnes pour qui 35 $, c'est une somme non négligeable. Et Tezos a donc offert une opportunité à tous ces artistes des pays émergents de pouvoir minter à faible coût, mais du coup, pour eux, quelques dollars aussi pour des œuvres, bah, ça représente une somme non négligeable, et du coup, le marché a peut-être à un niveau bien plus faible. Ensuite, tu as Solana, qui a été une blockchain qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que c'est une des blockchains qui avait le plus monté en termes de crypto, en termes de valeur crypto et de capitalisation pendant 2021, et où là, on avait un marché qui était plus orienté donc collectibles, donc objets de collection numériques et pas vraiment des œuvres d'art avec un grand A, pour faire la distinction. On a vraiment des audiences qui sont très différentes en termes d'âge, de génération, même d'intérêt réellement.
Sur Ethereum, on a peut-être pas mal de gens qui cherchent à avoir cette approche d'onboarding, de démocratisation, de voilà, essayer de développer la chose au maximum. Là où sur Solana, c'est peut-être une approche plus mercantile et de spéculation, puisque c'était la blockchain qui avait augmenté le plus. Et donc, du coup, les gens faisaient un double pari, double exposition sur le marché NFT. Voilà, après, tu as d'autres blockchains comme Avalanche, le nombre de blockchains qui doivent faire des NFT sont sûrement incalculables, puisqu'il y en a beaucoup. Mais les trois gros, en tout cas, ceux auxquels moi je travaille pour la plupart, c'est Bitcoin, Ethereum et Tezos. Ok. Et puis, il y a les plateformes qui sont, elles, en général, associées à une blockchain. C'est très rare qu'il y ait une plateforme qui soit associée à deux blockchains, où on rentre avec deux wallets. Moi, j'en ai sous les yeux, j'en ai nommé deux là. Mais toi, lesquels tu aurais envie de nommer parmi les plus visibles? Alors, ça dépend de à quelle période on parle. Par exemple, Nifty Gateway, c'est une plateforme dont j'aime beaucoup parler. Parmi les premières. Parmi une des premières, et parce que c'est surtout la première à avoir implémenté des paiements par carte de crédit, ce qui a permis une capacité d'onboarding assez importante, et qui était pendant, franchement, 6 à 8 mois, le leader du marché des NFT. Ils avaient plus de 50% du marché pendant un moment. Au tout début, hein. Au tout début, est arrivé OpenSea, et là, ils se sont fait un peu écraser, justement, notamment au profit des projets collectibles, 10 000 exemplaires PFP qu'on connaît, qui ont drivé énormément de volume et qui représentent la majorité du marché. Là où des plateformes comme Nifty Gateway étaient peut-être plus axées édition limitée, édition unique en art. Tu as d'autres projets moi, que j'aime bien comme Asyncart, qui maintenant n'existe plus depuis quelques mois, mais qui avait des approches assez intéressantes en termes de technologie et d'interactivité. Rarible, qui est peut-être aussi un peu historique. Super Rare, qui est pas mal. Super Rare, oui, que j'allais mentionner, qui est donc la plateforme un peu haut de gamme, qui est focalisée elle uniquement sur les éditions uniques. Et voilà, tu as Non-Origin, Maker's Place, tu as quelques acteurs qui sont historiques, d'autres plus importants en termes de marché. Super Rare, en tout cas, est très largement leader. Et après, aujourd'hui, de plus en plus, les plateformes sont mises à l'amende par les projets eux-mêmes, par les artistes eux-mêmes, qui passent par des plateformes de mint indépendantes. C'est ce qu'on appelle notamment qui montent des DAO. Alors, il y a des DAO, mais il y a aussi juste des technologies qui vous proposent d'utiliser leur smart contract directement, et ça permet de ne pas avoir passé par les marketplaces. Il y en a une notamment dont j'ai plus le nom là comme ça qui me revient, mais qui vous permet de faire des smart contracts pour genre 1 euro, et qui ne vous prend pas de commission, parce que toutes les marketplaces prennent des commissions qui peuvent être importantes. Par exemple, la commission de Super Rare sur le premier marché, c'est 15%, donc ce n'est pas négligeable non plus. Mais voilà, chaque marketplace, en tout cas, essaie de développer son orientation stratégique, sa spécialité. D'autres ont essayé de pivoter leur schéma original. Nifty Gateway, notamment, a essayé de faire un peu de l'OpenSea quand OpenSea est arrivé, vu le nombre de parts de marché qui se faisaient manger. Au lieu de s'être orienté vers une approche plus curatée, comme on dit. Et il y a donc quelques plateformes très curatées qui existent beaucoup. Et aujourd'hui, ces plateformes, ce qu'elles font aussi également, et qui est intéressant en tout cas dans mon travail en tant que curateur, en tant que galeriste, c'est qu'ils proposent à des intermédiaires d'avoir eux-mêmes leur petite landing page, entre guillemets, où ils peuvent faire donc, leur drop d'NFT. C'est une tendance qui peut intéresser les galeries, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'automatiquement, moi, c'était le problème quand je commençais au début à travailler dans les NFT, à faire des expositions, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de m'assurer que mes artistes me payent ma commission. Dès qu'on leur parlait contrat, ça les faisait peur, puisque c'est des mecs de la blockchain, donc du coup, pour eux, la confiance, c'est la blockchain. Sauf que j'avais aucun moyen de coder, entre guillemets, dans la blockchain, que dès qu'une vente se faisait, je touchais ma commission. Alors que ces marketplaces, aujourd'hui, offrent aux intermédiaires une manière, dès que la vente se fait, de toucher leur commission automatiquement, immédiatement, et donc de pouvoir travailler peut-être plus sereinement, directement on-chain avec les artistes. Et la différence qu'il y a entre les marketplaces, plateformes NFT et DAO, souvent les DAO sont à l'origine d'artistes, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Non, il y a quelques marketplaces qui essayent de mettre en place des systèmes de DAO, mais les DAO sont avant tout des assemblées constitutives d'individus qui souvent se rassemblent autour notamment d'une trésorerie commune. C'est souvent le ciment d'une DAO, ça reste comme une forme de trésorerie commune qui permet de faire des projets et d'acter des décisions. Mais ils ne sont pas dépendants d'une plateforme. Ils sont rarement dépendants des plateformes. Souvent, ils créent leur propre plateforme ou ils créent leur propre interface de mint. Et il y en a quelques-unes qui ont également, donc par exemple des Worlds of Foundation, des choses comme ça. Mais il n'y a pas une relation de codépendance. Non, il y a parfois des relations collaboratives, mais ça s'arrête à peu près à ça. Mais c'est souvent plus comparable, en tout cas, à des fonds d'investissement gérés de manière décentralisée. Puis il y a aussi, pour en finir avec ces détails, mais c'est important aussi de cartographier un petit peu avant de poursuivre, il y a aussi, je n'ai pas bien saisi ce qu'était Polygon, qui est une espèce de surcouche de plateforme. Je n'ai pas mentionné Polygon. Dont on parle beaucoup. Oui, alors Polygon notamment qui a développé eux une transversale plus axée vers les marques.
Je pense qu'ils mettent notamment à disposition leur équipe technique pour aider les marques à développer leurs projets NFT, ce qui n'est pas le cas des autres blockchains comme Ethereum, où là, il faut que tu te sources toi-même de développeurs Web3 et donc travailler peut-être avec des agences. Ouais. Ce qui est un peu compliqué, ce qui est cher aussi également. Ouais. Donc Polygon a onboardé comme ça Starbucks et quelques autres marques sur leur blockchain. C'est ce qu'on appelle une layer 2 d'Ethereum. Donc c'est comme si c'était une surcouche d'Ethereum et donc du coup ça reste lié à Ethereum, aux protocoles qui sont développés sur Ethereum. Mais c'est quelque chose en effet de différent. Pour dire une phrase qui n'est peut-être pas idéale, mais c'est la même chose en différent. C'est souvent, voilà. En tout cas, Polygon a une image de marque, si je peux me permettre, qui est peut-être un peu moins quali que Ethereum eux-mêmes, parce que voilà, c'est une blockchain de layer 2 qui a vocation technologique, c'est-à-dire qu'ils se vendent de pouvoir faire plus de transactions plus rapidement pour moins cher. Mais connu aussi parce que beaucoup moins cher justement que les plateformes sur lesquelles on finit finalement. Oui, mais franchement peu privilégié en tout cas par les artistes et par les projets collectibles, mais en tout cas utilisé par moment par des grosses marques. Voilà. Alors, j'ai envie d'évoquer quand même un peu les reportages à charge. Hein. Il y en a actuellement qui tournent sur Internet. Même sur l'art contemporain aussi. Sur l'art contemporain bien entendu, bien entendu. Enfin, ça, c'est déjà fait. Hein. Alors, a priori, on parle d'immuabilité, même si on sait que ça peut arriver. Moi, j'ai acheté sans le savoir un NFT en 2018. L'artiste à qui je l'ai acheté a perdu son wallet, j'ai perdu mon wallet. Elle est sécurisée, l'œuvre, elle est quelque part, mais je sais qu'on ne la retrouvera jamais. J'avais fait une petite sauvegarde, mais la sécurité aussi, ça questionne parce qu'on comprend que la blockchain, c'est extrêmement sécurisé, ça, tout le monde le sait. En même temps, c'est un petit peu comme, je donne souvent cet exemple à mes étudiants en montrant un billet, en disant le billet, pour faire des faux billets, il faut quand même y aller, même si c'est possible. Mais par contre, se faire voler son portefeuille, c'est plus facile. Et finalement, le wallet, c'est un petit peu, ça peut être aussi le maillon faible de ce qui est très sécurisé, mais l'accès à cette sécurité. Et là, il y a aussi, puis il y a les gens qui les ont perdus, le fameux seed phrase mnémonique. Au début, les gens les notaient sur n'importe quoi. Alors maintenant, il y a les tendances où on les note avec les marteaux, le burin. Enfin là, on revient à l'âge de fer, quoi. Enfin, il y a une étrangeté autour de la sécurité qui fait que ça rebute un peu un certain nombre de personnes. Hein. Il y a un paradoxe, c'est vrai, parce qu'à chaque fois que je fais de l'onboarding, je dis alors c'est totalement sécurisé, mais faites très attention. Surtout. Voilà, t'as envie de dire, bon. C'est toujours un peu particulier, et en fait, la différence, c'est que la responsabilité et souvent le problème, il se trouve entre l'ordinateur et la chaise. Je crois que c'est une phrase de Valérie Granchet qui avait dit ça lors d'une conférence à laquelle j'étais. Et c'est pas faux, puisqu'en fait, il n'y a pas de hack dans la blockchain, c'est sécurisé, mais il y a des arnaques. Ah ouais. Et donc, on peut se faire ficher, comme on dit. Il y a plein de techniques qui ressemblent souvent même aux techniques du faux plombier, du faux policier qui viennent toquer à votre porte quand vous avez des problèmes de sécurité. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je vais vous aider ». En fait, c'est eux qui vous arnaquent. Voilà, il y a plein de techniques qu'on retrouve finalement dans le monde traditionnel qui se transcrivent dans le web également. Donc, c'est vrai que c'est un monde de paradoxes. C'est très sécurisé, mais c'est tout à votre charge. Donc, il faut même des gens qui sont plutôt aguerris se font aussi avoir. Moi, j'ai quelqu'un récemment de Sandbox qui est venu visiter ici, qui a vu littéralement son wallet se vider. Tu vois, c'est pas sans questionner. En même temps, tu as raison. C'est à l'humain. En fait, c'est pas la banque qui gère, c'est l'humain qui gère, quoi. Il y a des pratiques. Après, il y a des pratiques qui vous permettent de sécuriser, mais c'est vrai que c'est parfois un peu intimidant tout ce qu'il faut faire pour être sûr que tout est sécurisé. Et il y a quelques trucs souvent, c'est-à-dire que la plupart des gens ils font ce qu'on appelle 3 wallets, c'est-à-dire un pour Vault, c'est-à-dire qui garde tous vos objets précieux, vos cryptos précieux sur lesquels vous n'interagissez avec aucun contrat, avec aucune chose en ligne. Une autre pour interagir avec certains contrats, faire du mint. Et la dernière qui est plus un wallet poubelle, entre guillemets, qui vous sert à faire tous les trucs un peu peut-être sur lesquels vous n'êtes pas trop sûr, les airdrops, les choses comme ça. Mais c'est vrai parce qu'on peut transférer de wallet à wallet à condition d'être sur la même blockchain. C'est ça. Oui, absolument. Après, si vous passez par des échanges centralisés, etc., vous pouvez transcrire, etc. Donc tout est quand même un peu compliqué. Mais ça demande plusieurs étapes, mais c'est vrai que c'est un des paradoxes. C'est sécurisé, mais il faut faire attention. Et l'immuabilité, c'est aussi un de ces paradoxes-là. C'est-à-dire que oui, c'est immuable, mais il y a des petits astérix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'image sur la blockchain comme on le sait. C'est-à-dire que c'est vraiment que des tokens et un lien qui vous renvoie à une image qui, elle, est enregistrée sur d'autres serveurs qui ne sont pas la blockchain, mais qui sont souvent IPFS ou des serveurs eux-mêmes décentralisés, mais qui ne sont pas des serveurs blockchain. Et donc, du coup, il peut y avoir un token, et si on ne pine pas, comme on appelle ça, les métadatas d'un NFT sur son serveur, et ben vous pouvez avoir un lien qui vous renvoie à que dalle, en fait.
Et donc, du coup, même cette notion d'immuabilité n'est pas tout à fait vraie si ces choses-là ne sont pas conservées sur des serveurs qui sont décentralisés. Il y a beaucoup de projets, notamment PFP, qui sont sur Amazon AWS, Amazon Web Ouais. Service, Google machin, etc. Il suffit que du jour au lendemain, le groupe décide qu'ils veulent rien avoir à faire avec quoi que ce Ouais. soit qui a rapport avec la blockchain et les NFT, pour que soudain, tous vos collectibles vous renvoient vers juste une page blanche, quoi. Et dans mes aventures, j'avais acheté justement quelques dollars hein, sur Digital Object, qui était une des premières plateformes de NFT. Hop, elle a disparu. Puis là, on était toutes et tous un peu C'était perdus. notamment l'expérience de Jason Bailey, donc, que je t'avais mentionné, qui lui a un truc qui s'appelle Club NFT et qui est justement une entreprise qui est dédiée au fait de pouvoir conserver et garantir l'immuabilité des métadatas de vos NFT, puisqu'il a eu la même expérience que toi. En fait, il était sur des plateformes qui ont soit disparu, dont les serveurs sont plus actifs, etc. En fait, ça dépend de chacun comment était conceptualisé le truc, comment c'était créé pour savoir où était hostée l'image. Mais souvent, c'était parfois par la marketplace eux-mêmes, donc il y a eu plein de choses qui ont disparu comme ça. Et ouais, il y a la promesse d'immuabilité et après il y a la réalité factuelle qui fait que c'est pas tout à fait. Et dans la réalité, dernière attaque, pardonne-moi, mais Ouais. tu sais qu'il y en a, hein, et puis c'est ce qui en fait aussi le piquant, c'est qu'a priori on est sur de la rareté, une pièce unique et unique, et en même temps il y a des artistes qui sont amusés aussi par plaisir et pas forcément pour des gains, de mettre sur deux plateformes la même œuvre. Pareil, c'est difficile d'être sûr que finalement on ne va pas retrouver la même création avec la même personne ou deux personnes différentes sur, je dis n'importe quoi, OpenSea et Nifty Gateway par exemple. C'est des choses qui existent. Après, moi, je fais souvent le parallèle avec notamment les éditions photographiques qui peuvent exister en plusieurs exemplaires avec la même image. Donc, la seule règle, j'ai envie de dire, s'il y en a une encore sur des artistes qui minteraient la même image sur plusieurs blockchains, c'est que ce soit des longueurs d'édition différentes. Et Ouais. ça, c'est acceptable, j'ai envie de dire, dans le concept, puisque ça s'accepte en tout cas dans le marché de l'art traditionnel. Parce que même OpenSea, à un moment donné, avait dit il y a des faux. Oui, Ouais, ouais. ça n'importe qui peut arriver, créer un wallet et vous prendre copier-coller, sauvegarder Ah, ouais. et minter une œuvre. La seule garantie de provenance, c'est la chaîne de traçabilité. Il faut Exactement. regarder si le wallet correspond bien à celui que l'artiste déclare. Et c'est vrai que parfois, pour trouver ces informations, en être certain, ça reste difficile. Et le meilleur moyen, qui reste peut-être un peu rudimentaire, ça reste de demander à l'artiste directement. Exactement. Comme c'est des gens qui restent quand même sur les réseaux sociaux qui sont peut-être facilement accessibles, ça se fait. Mais bon, si on devait faire ça à chaque fois, ça quand même limite grandement les potentialités de sécurité, de garantie, etc. On prône la désintermédiation, en effet, on peut discuter directement entre collectionneurs et artistes, c'est l'idée. Alors aussi, je voulais évoquer la question des coûts. Tu l'évoquais tout à l'heure, il y a le coût du meeting, c'est-à-dire inscrire une création dans la blockchain. Il y a ce qu'on appelle, il y a beaucoup d'anglais, hein, un gas fee. Alors ça peut être plus ou moins important, et même selon les horaires. Hein. Il y a aussi les taxes. Alors, il y a les taxes d'artistes et les taxes du collectionneur par la plateforme qui met en relation. Il y a aussi le droit de suite qui est typiquement français, je crois, ça, hein, et qui garantit à l'artiste de continuer à toucher sur le second marché autant de fois que l'œuvre sera revendue. Donc, là, on comprend que c'est quand même assez bien organisé tout ça, et en même temps, on n'arrive jamais à des coûts, par exemple 50-50. L'artiste représenté par une galerie, c'est à peu près le prélèvement qui est fait par la galerie quand la galerie vend un artiste à un collectionneur. Là, on est rarement sur du plus de... On n'est jamais à 50, je veux dire, en NFT. J'aimerais bien, puisque ça me permettrait de dire plus simplement. Mais, oui, mais on est plutôt sur 10 ou... Ça aussi entre 10 et 30%, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, c'est vrai que généralement, si c'est qu'une exposition en ligne avec pas d'exposition physique, moi je prends entre 20 et 30%. S'il y a d'exposition physique, etc., d'autres frais engagés, j'essaye de monter idéalement à 30% et peut-être jusqu'à 50% si possible. Mais oui, les frais en tout cas d'intermédiation avec des curateurs, généralement, ça tourne entre 10 et 20%. Et les frais de plateforme, eux, il y a eu des tendances pour les réduire, ça va de 0 à 15% concrètement. Ouais. Donc il faut en plus compter les frais de plateforme derrière. Donc oui, il y a pas mal de frais qui se mettent, puisqu'il faut bien que ces entreprises développent un business model et puissent avoir du revenu. Mais donc oui, il y a ça, les gas fees, tu l'as mentionné, dont le prix est changeant en fonction de la congestion du réseau. Souvent, par exemple, on voit qu'il y a une petite baisse des gas fees au moment où les Américains vont manger, parce que les Américains sont une grosse partie du volume de transactions. Donc ça dépend de ça, et puis peut-être de la congestion générale, mais les prix de mint, ça peut varier de quelques dollars à parfois des centaines de dollars en fonction du cas et en fonction de la congestion. Ouais.